Mesdames les présidentes, chères toutes et tous, merci de m'avoir invité. Et je suis triplement, si on dit ça, j'ai trois raisons d'être heureux d'être à Paris. Un, c'est la capitale de la lumière, comme on voit ici. Deux, c'est la capitale du climat dans cette année. Et troisième aussi pour témoigner avec vous que la vie continue après tous ces événements atroces que vous avez vécus, que la caravane passe, on continue avec nos activités scientifiques et quotidiennes. Donc, je vais vous parler pas un tour d'horizon de tous les impacts que le climat peut avoir sur la santé. Ne soyez pas découragés ou déçus, mais je vais voir dans quelle mesure la santé est un argument pour changer et le comportement des individus, de nous tous, et deux, d'influencer les négociations sur le changement climatique qui auront lieu dans une semaine. Donc, utiliser la santé, l'évidence qu'on a pour influencer le comportement. Et c'est dans le sens que le maire adjoint a évoqué, que notre rôle n'est pas seulement d'accumuler l'évidence, mais aussi de le partager. Et très souvent, les scientifiques font un peu défaut à la dernière tâche. Ils sont très occupés à accumuler, mais la communication, ça fait parfois défaut. Donc la santé, acteur et moteur de la lutte contre le changement climatique. Permettez-moi, je vais utiliser la langue de Voltaire, mais je vais avoir les diapos en anglais, parce qu'il y a des anglophones dans la salle, n'est-ce pas? Et parce qu'ils étaient déjà en anglais. Donc, comment cadrer le sujet de la santé? Et très souvent, ce sont des messages négatifs. C'est la fin du monde, c'est la santé comme victime qui souffre un impact de tous les changements, les volets du changement climatique que mon prédécesseur a évoqué. C'est l'approche Sodome et Gomorrhe, comme dit mon collègue et ami Jean-François Toussaint, je ne sais pas s'il est dans la salle. Il m'a expliqué que, comme je ne connais pas trop la Bible comme lui, que Sodome et Gomorrhe a un effet sur le comportement. Si je pense que la fin du monde est proche, je déchaîne. Je fais ce que je veux. Donc, je me comporte d'une manière irresponsable, si vous voulez. Voilà le péché. Ah, il est là, Jean-François. Donc, j'apprends de toi tout le temps. Donc, c'est ce que les économistes appellent le moral hazard, ou hasard moral. Donc, on incite ce qu'on veut éviter. Donc, les messages négatifs, c'est très dangereux. Il faut plutôt utiliser des messages positifs, et la santé a beaucoup de messages positifs, et je vais un peu aller dans ce sens-là. Dans toutes les cultures, au moins ce que moi j'ai connu, et dans tout le temps, partout, la santé, notre santé, est universellement la valeur la plus chérie. Pas seulement la santé de moi et de vous, mais aussi de nos enfants et grands-enfants. Donc, il faut faire référence à cette valeur centrale, beaucoup plus que la sécurité, beaucoup plus que d'autres environnements dans l'abstrait. C'est la santé qui est le moteur, le primum movens de tout comportement pour changer le climat. Et ce souci des générations qui suivent est en parfaite harmonie avec la durabilité du changement climatique. Donc, ça doit être quelque chose qui me transcende si c'est un mot français, qui va au-delà de moi. Donc, les générations, la santé de mes enfants et de mes grands-enfants, et ainsi de suite. Et je vais vous donner un peu aussi l'évidence derrière tout ça. Donc, si vous voulez encapsuler ça dans un mot, comme les Américains disent, un bumper sticker, en faisant le monde plus climato-friendly, je ne sais pas comment on dit ça, on la rend aussi plus sain.
Voilà le message central que je vous invite d'utiliser dans vos ménages, dans vos communautés et aussi à la COP. Donc, les collègues de sciences sociales nous disent que pour engager le public, c'est le premier volet. Le deuxième volet, ce sera les décideurs qui descendent sur Paris dans une semaine. Donc d'abord, le public, il faut bien sûr faire une analyse de cognition, comment on communique les données. Et je jette des fleurs à madame, ma prédécesseur, qui a vraiment simplifié un sujet très complexe dans des mots très clairs. Ce n'est pas un don que tout le monde de nous a. Donc voilà, il faut voir comment on peut transporter un message pour que ça arrive. Et l'affectif est très important, et je veux parler surtout de ça. Et après, c'est le comportemental. Donc, il y a une étude que je ne vais pas aller en détail, avec beaucoup de volets de recherche en Royaume-Uni, qui a essayé de cerner quelles sont les réponses ou quels sont les arguments que les ménages ont pour s'occuper du climat ou non. Donc, je vous donne la liste alors. Je n'ai pas de connaissances, ça c'est plutôt cognitif alors. C'est l'incertitude, scepticisme, est-ce que ça va venir? Ce sont tous des modèles et on sait que ce que le modèle ça fait, ça peut être faux ou ça peut être vrai. Je n'ai pas confiance dans les sources d'information. Je donne la responsabilité à autrui, c'est l'État ou c'est les Américains ou c'est les Chinois. Donc c'est un autre lieu de responsabilité, c'est pas moi. Et d'ailleurs, c'est tellement loin dans l'espace et dans le temps que ça ne me concerne pas dans ma vie quotidienne. J'ai assez de soucis. Autres choses sont plus importantes. Et d'ailleurs, mon style de vie n'est pas négociable. Donc, je veux aller dans les vacances, je veux aller à Mallorca et tout ça. Fatalisme, on ne peut rien faire. Et d'ailleurs, je suis seulement une goutte dans la mer. Donc, qu'est-ce que ça peut faire si moi, je change mon comportement? Et une autre étude, ils ont classifié, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est aux États-Unis, à l'université de Yale. Ils ont une sondage représentatif sur un échantillon représentatif. Ils ont essayé de classifier la population américaine dans ces trois groupes. Ça ne va pas sur l'écran. OK. Donc, il y a ceux qui sont alarmés, 12%. Je ne sais pas si on fait un sondage chez vous, est-ce que c'est la même chose? 12% sont complètement nerveux, alarmés concernant le changement climatique. 27% sont soucieux. 25% sont prudents, on va voir ce que ça donne. Et 10% sont complètement désengagés. Je m'en fous. Et 15%, j'ai les doutes d'ailleurs, et 10% ils sont dérogatoires, ils sont dismissifs. Donc, je ne veux même pas parler de ça. Donc, si on prend ça comme la représentativité dans la population américaine, ce qui est intéressant est que vous voyez maintenant, il y a beaucoup d'analyses, mais ici, c'est l'analyse la plus pertinente pour notre sujet. Alors, la santé est bleue, et en bleu, là, je devrais pouvoir faire ça comme ça, voilà. Et plus qu'on va vers les sceptiques et chez les dismissifs, la santé a quand même une action. Et ça donne la réponse. Ça me donne quand même de l'espoir, cet argument. Plus que la sécurité, plus que l'environnement. Et voilà un peu mon argument que je veux décliner avec vous dans les 15-20 minutes qui suivent. Comment peut-on utiliser l'argument de la santé dans le discours pour mobiliser les gens, pour une action qui est protectrice du climat, soit au ménage, soit dans la grande conférence qui va venir dans une semaine. Et nous avons fait à notre centre Virchow-Villermé avec les collègues un MOOC. Un MOOC, c'est un Massive Open Online Course. C'est un truc très récent, un cours qui est complètement libre, l'accès. Tout le monde qui a
un accès Internet peut le faire. Aucune éligibilité, il ne faut pas avoir le bac, il ne faut pas avoir ceci et cela, un diplôme. Tout le monde, c'est complètement ouvert. Et les participants sont entre 1000 et 80 000, on ne peut pas dire élèves, mais participants. Donc ça change vraiment la donne un peu de la pédagogie si on se lance dans cette affaire-là. Et c'était le sujet de mon sabbatique ici. Donc je remercie au Centre de m'avoir enseigné comment on fait ça. Alors, why health is key for climate negotiations? Maintenant, on va alors examiner la question comment on peut utiliser cet argument pour la COP et pour les négociations sur le climat. Et cette MOOC est online, c'est en ligne depuis 6 semaines. On a 1600 inscriptions. J'espère que quelques-uns sont des grands décideurs. Et vous pouvez vous inscrire tout de suite, ou bien il y a des petites cartes, ce n'est pas des cartes de crédit, mais c'est des USB sticks sur lesquels toutes les vidéos sont disponibles. Et on va mettre ça, on n'a pas trop, mais on a quelques-uns sur la table de café. Donc, si la technique marche, on va vous montrer le teaser. Il faut aussi apprendre cet anglicisme, c'est-à-dire l'introduction un peu incitant à suivre les cours. Maintenant, il faut voir que ça marche. Clic MOOC, OK. I'm Rainer Sauerborn. I'm one of 4 health scientists from the IPCC team who put this together for you. It is a brief for policymakers of national, local, or international levels. The argument we want to put forward to you is that health is more than just one of many other sectors like agriculture, forestry, and so forth. But health is useful to be an argument, a leverage in otherwise conflictual and interest-guided debates. Vous voulez que je traduise? Non. Faut quand même demander. And we do this in 4 presentations, according to 4 key arguments, which I will just quickly go through. The first argument, everybody cares about health. Health is a key motivator, both for our personal individual behavior. After all, we all have to change our lifestyles to be more climate friendly, but also negotiators. Everybody cares about health and their constituency. So it is an argument that drives change, that generates energy to do something about climate change. The second argument is, what is good for the climate is good for health. That's true in most cases. Let me give you one example. Indoor air pollution kills 4 million people a year, mostly women and children. Outdoor air pollution kills 3 million. This is huge, a huge human loss to one environmental problem. If we decarbonize our energy system, much of this will go away. So by doing something for the climate, we also do something for our health. And that is a very positive argument to follow, rather than the doom and gloom scenarios that sometimes are put forward. So we make our planet not only a climate-friendly planet, but also a healthy planet. The third argument is more of a warning nature. There are limits to adaptation. And with limits, I mean health limits, from our physiology, from the way our body works. This is true certainly for our limits of adapting to a warmer world, to higher temperatures, but it's also true for our coping with other diseases that will be increased due to climate change. The fourth argument
is, if you like, a health-based economic argument. We showed that if temperature rises, then there's a physiological law that your work output, your work effort decreases. And this is very bad for tropical and subtropical countries, which are emerging as economic development ensues, because they will suffer from serious setbacks, not only in harvest work, but also in factory work, because many people work in un-air-conditioned factories. So here we have a health-based economic argument. Finally, health is, if you like, a last indicator of success, not only a motivator, but also an indicator. Because many things conjure for a child to be malnourished, climate-related factors or not climate-related factors. But the climate-related factors are adding up to a larger burden on this child. Agricultural yields, infectious disease increases, the water changes, the water cycle is changed. So a malnourished child is a victim of many untoward factors, among others, climate factors. Let's look at climate change from a health perspective. A healthy planet is a climate-friendly planet, and a climate-friendly planet is a healthy planet. This positive message should be introduced and used as leverage in the debate and in the negotiations on climate change. Stay tuned. The effort or the investment on your part is roughly half a day if you want to take in not only the presentations, but also the slides and the facts and the numbers that come with it. It's not much. It's maybe an intercontinental flight for the busy decision makers, if you carbon offset the flight, of course, or half a day on a weekend for those of you who look through this at home. Thank you very much. Donc vous avez vu que c'est vraiment centré sur les décideurs qui n'ont pas le temps avec les détails, et je suis allé jusqu'au bout de la simplification, où ça devient très, très attaquable. Si je dis le climat, un bon climat, c'est la bonne santé, c'est le bon climat. C'est bien sûr des simplifications, mais on a des traceable accounts. Je peux déduire ça des évidences scientifiques. Ah, ok. Voilà. Et maintenant, je vais vous donner sur les deux aspects positifs un peu de fond, des informations qui sont sous-jacentes de cet argument un peu, disons, simpliste. Et on ne va pas parler du rouge, là, des garde-fous. Mais donc, health as a motivator. Et je vous ai parlé de cette adéquation entre la pérennité, la durabilité du changement climatique et la durabilité de la chaîne des générations et de leur santé qui nous est très chère. Donc, voici un peu au moins 3 des 4 RCP, c'est-à-dire des Representative Concentration Pathways, ce qui veut dire le montant de l'énergie par mètre carré que certains sentiers entament, ou entraînent plutôt. Donc, c'est une étudiante de moi, cette jeune fille qui est Raissa Sorgo, qui a donné cette présentation à World Health Summit, sommet de la santé à Berlin, il y a un mois. Donc, elle a mis, je lui ai demandé, mets ta vie et ta famille sur le graphique, comme ça les gens savent de quoi il s'agit. Et elle a 22 ans. Donc, vous voyez un peu, en grosso modo, leur laps de vie, leur durée de vie. Le papa est là. Et maintenant, comme elle n'a pas encore d'enfants, elle a mis des enfants du monde. Donc, elle a dit, vous voyez, ça c'est notre chaîne de génération. Et vous êtes, elle a adressé une grande salle, vous êtes la première génération à souffrir des changements climatiques et la dernière de pouvoir agir. Ce sont des mots de Barack Obama. Et vous voyez comme c'est cette équation entre les persistance des CO2, des gaz à effet de serre, et cette chaîne de génération. Et je trouve que c'est un argument très puissant
que je vous invite d'utiliser dans toutes les circonstances qui s'y prêtent. Voilà maintenant un peu plus de détails sur les co-bénéfices. Vous avez déjà mentionné ça. Ça, c'est depuis le dernier rapport GIEC. On a rebaptisé notre chapitre Human Health, Impact, Adaptation, c'était toujours là, et co-bénéfices. Parce que la littérature est devenue si grande et c'est tellement clair qu'en réduisant les gaz à effet de serre, on aura des bénéfices corollaires de santé énormes qu'il faut mettre dans les tableurs des gens à la COP qui doivent être comparés avec les coûts de réduction d'émissions. Je vais vous donner même des chiffres en dollars après. Voilà, je crois que vous connaissez tout ça, comme vous êtes tous de la santé. Il y a les 5 principaux domaines dans lesquels les co-bénéfices de santé accumulent. La mobilité, bien sûr, vous voyez des effets cardiaques, des effets sur le poids, la red meat, la chair, non, la viande rouge. Bon, ça c'est les cannibales. Non, la viande rouge, excusez. Donc, cardiac health, obésité, cancer, n'est-ce pas? Insulation, energy saving at home, mental health, blood pressure. Après, c'est la décarbonisation des systèmes d'énergie et au sein du ménage et dans les grandes centrales d'énergie. Et maintenant, après, pas tout le monde sait ça et pas tout le monde veut mettre son doigt sur ce sujet très susceptible, c'est le planning familial, qui est un peu devenu hors mode, mais qui est certainement essentiel pour la mitigation et aussi pour la santé des mères et des enfants. Et je vous donne un peu de détails sur les dernières deux. Donc ça, c'est un graphique, et j'en suis coupable aussi, qui est très difficile à comprendre. Donc je vais vous guider à travers cette graphique. Maintenant, si j'ai cette... Voilà. Alors, ça, c'est du rapport GIEC de notre chapitre Human Health. Et vous voyez ici des échelles à échelle logarithmique, n'est-ce pas? Ici, dans l'axe X, vous voyez ce que ça coûte de sauver un DALY. DALY, bien sûr, est l'unité intégrative de la mauvaise santé, disease burden. Donc, si vous avez un investissement qui ne coûte que $100 par DALY, à gauche, ça vaut beaucoup mieux que 100 millions de dollars. Même les non-économistes entre vous, vous allez quand même consentir. Donc, si on va en Y ici, dans cet axe vertical, c'est la même échelle logarithmique, mais ici, on a les coûts par tonne de carbone, de CO2, pardon, sauvés ou non émis. Je ne sais pas quel est le terme français pour ça. Sauvés, n'est-ce pas? Donc, vous voulez être à gauche en bas. Là, vous avez le maximum d'effets sur la santé et sur la décarbonisation avec les minimums d'investissement. Et maintenant, si vous voyez en jaune, vous voyez l'effet sur la santé et en bleu, l'effet sur la décarbonisation. Et vous voyez déjà d'un seul coup d'œil maintenant qu'il y a plusieurs interventions. Il y a le solaire, photovoltaïque, il y a le vent, il y a le nucléaire, il y a toutes sortes d'interventions qui ont un mix différent de bénéfices pour la santé et pour le climat. Mais tous ont des bénéfices pour les deux. Donc, regardons un peu. Blue, ça c'est la santé, n'est-ce pas? Là, le plus grand effet, à moindre coût, c'est de mettre en Chine remplacer le carbone pour chauffer et pour cuire dans les ménages avec le gaz à base de biomasse. Parce que ça ne coûte pas beaucoup de le faire. Si vous avez presque le même effet ici, mais ça coûte beaucoup plus de le faire avec le gaz en bouteille. Donc, vous voyez un peu le même effet de santé avec 10 fois plus de coûts. C'est très important de voir ça, de voir où sont, pour les politiciens bien sûr, où sont les investissements à moindre coût. Si on va maintenant dans les pays riches, les États-Unis, le nucléaire
en eau a un effet considérable sur la réduction des gaz à effet de serre, mais sur la santé, c'est un peu négligeable. C'est toujours là, et on n'en parle pas des risques catastrophiques. Hein. On parle seulement des risques en bonne marche des choses. Et après, hybrid vehicles, toute la presse est pleine de ces hybrides. Moi, je les appelle maintenant hyper-ides, parce que l'effet, comme c'est une hype, l'effet sur le climat, c'est modéré, et sur la santé, c'est presque nul. Donc, la presse a très souvent une vision un peu biased, un peu biaisée, je crois. Voilà. Donc, vous voyez alors, c'est très intéressant de voir cette graphique qui illustre les coûts-bénéfices de différentes proportions climat et santé à différents coûts. Donc, il faut 5 minutes pour comprendre cette graphique. Ce n'est pas un outil de communication vraiment effectif. Maintenant, la population. Ça, c'est du rapport de Lancet. Lancet, bien sûr, est vraiment le premier journal santé et climat du monde, même si d'autres s'appellent comme ça, mais le Lancet a fait une commission on climate change, et c'est pris de ça, ce rapport en 2015, cette année-là, et un autre sur le planetary health, qui a une vue encore plus large sur les changements globaux environnementaux. Donc, c'est ce qu'il compare ici, c'est ici le nombre de gens exposés aux extrêmes climatiques. Enfin, c'est très intuitif, ce graphique. Et ici, si on ne prend pas compte de l'accroissement de la population, d'ici à la fin du centenaire, ici, si on prend compte de ça, vous voyez la grande distance entre ce que l'accroissement de la population fait, surtout dans les villes et surtout dans les régions au bord de la mer. Donc, on ne peut, et ça c'est notre responsabilité à nous, les gens de la santé, on ne peut pas fermer les yeux et ne pas être allé dans le vif du sujet planning familial volontaire. Et ici, ça c'est maintenant une zoom sur l'Afrique sous-saharienne. Vous voyez les projections climatiques, ça m'étonne d'ailleurs que c'est tellement, c'est 4-5 degrés, à mon avis c'était un peu moindre, mais je ne suis pas expert dans ça. Donc vous voyez la courbe bleue, c'est les projections de température, et en colonne bleu clair, c'est la population. Donc, vous voyez que ça va se doubler d'ici, ou tripler même, d'ici à la fin du millénaire. Si on va encore un zoom en Niger, on va en Niger, la population est 16 000 actuellement et aura 56 millions à la fin du siècle. Le taux de fertilité, il y a un nom français pour ça, des naissances réduites, Total Fertility Rate, est de 7,6. Ça, c'est le record mondial. L'âge médian de se marier est 14,6 ans, avec toute cette mortalité de la mère et de l'enfant que ça entraîne. Et les besoins non répondus, unmet needs, de planning familial, c'est quand même 60 à 35%. Donc, il y a déjà une volonté de réduire le nombre de naissances qu'il faut seulement satisfaire. Et encore un autre, le maïs dans ce pays va tomber de 36% de récolte d'ici la fin. Donc, comment ça va aller? C'est très difficile. Donc, l'Afrique est un problème gigantesque, pas seulement de santé, mais aussi de changement climatique. Donc, le message, le deuxième, c'était les enfants, la santé intergénérationnelle. Le deuxième, c'est les co-bénéfices énormes dont l'envergure, dont on s'est seulement rendu compte de l'envergure des dernières 5 années. Et ça devrait aller. Donc, il ne faut pas traiter la santé comme un secteur comme l'agriculture. C'est le secteur qui génère le plus de co-bénéfices, et ces co-bénéfices doivent entrer dans les tableurs des équipes de négociation pour les comparer avec les coûts de mitigation. Oups. Moi, je vous ai promis un chiffre. Alors,
les subventions dans les énergies fossiles, les subventions dans les énergies fossiles sont dans l'ordre de 5,3 trillions, c'est-à-dire billions, je crois, dans votre langue. Billions. Un billion, c'est 1000 milliards de dollars. Donc, on parle d'un fonds vert de 100 milliards, hein, et on subventionne avec la main droite, on subventionne 50 fois plus les énergies fossiles. Alors, il ne faut pas être économiste pour dire que ça, c'est la folie, n'est-ce pas? Donc, mais je voulais surtout aller dans la ligne rouge, là. Les coûts-bénéfices ont été calculés d'être 1000 milliards, 1 trillion de dollars, et ceci sont des estimations sérieuses. Donc, si on entre ça, si on offset, je ne sais pas comment on dit ça en français, si on compare ça avec les coûts de mitigation, on serait beaucoup plus incliné à l'action, à la mitigation. Mais ces coûts ne sont jamais entrés, donc ils sont laissés hors du tableur, donc ils ne sont pas pris en compte. La santé est vue comme un secteur qui vit pour l'attention avec les autres secteurs. Donc je veux quand même finir avec un mot d'Albert Camus. Le premier, on a déjà entendu, Barack Obama. Albert Camus n'était pas un spécialiste des changements climatiques. D'ailleurs, ça n'existait même pas quand il a dit ça. Mais il a quand même eu une philosophie qui est très compatible avec ce que nous devons faire. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Je vous remercie. Merci beaucoup, Reynard, pour ce plaidoyer. On a le temps pour quelques questions. Il y a le micro qui arrive. Je vais essayer de trouver un prêteur. Bernard Chevasseau-Louis, Association Humanité et Biodiversité. Une remarque et une question. Le graphique compliqué que vous avez présenté et qui montre qu'on a tendance à soutenir de manière préférentielle les mesures les plus coûteuses, on le retrouve dans beaucoup d'études. Autrement dit, on a une tendance effectivement à vouloir dépenser beaucoup d'argent sur des technologies parce que c'est susceptible de stimuler l'économie, du moins c'est l'impression qu'on a, alors que vous avez montré effectivement qu'en bas à droite, à gauche du graphique, il y avait des mesures pas coûteuses, et il y a là un paradoxe qui est qu'on rechigne à ne pas utiliser les mesures les moins coûteuses, et il y a beaucoup d'études qui montrent ce paradoxe. Donc ça, c'est ma remarque. Ma question, je ne suis pas sûr d'avoir compris votre position sur les questions de la démographie. Parce que autant effectivement, le plus il y aura d'habitants, le plus le nombre de victimes des changements climatiques et des difficultés qu'ils auront à affronter sera important par effet tout à fait simple, autant la question de faut-il réguler ou promouvoir des politiques de régulation de la population en prétendant que c'est effectivement un des facteurs importants d'évolution du climat, c'est un autre point et je ne suis pas sûr d'avoir compris votre position sur ce point. Merci bien. Je réponds ou bien en collecte? Ok. Le premier, c'était un commentaire. Je suis tout à fait d'accord. On prend les investissements chics ou médiatiques comme les véhicules hybrides et pas les investissements qui s'imposent. Heureusement, le système Kyoto a des mécanismes, au moins des mécanismes, où on investit là où c'est le plus efficient. Donc, on peut prendre des euros de la France et les investir dans les foyers chinois. Donc, il y a au moins les mécanismes, mais le mindset, c'est-à-dire les gens sont toujours focalisés sur la haute technologie. La deuxième question sur la croissance démographique. J'ai seulement abordé et cette graphique a seulement montré une dimension, c'est le nombre de victimes d'exposés sera plus grand, mais il y a aussi le nombre d'émetteurs qui va croître. Il y a la formule fameuse de Kaya qui disent les émissions, et là il faut me corriger si je déraille, les émissions c'est un produit, c'est le nombre de la population multiplié par le GDP, par le PIB, par tête, multiplié par la consommation d'énergie, par unité de GDP, multiplié par le pourcentage de carbone dans l'énergie. C'était correct? Ah, merci.
Donc, vous voyez, ça commence avec le nombre des empreintes, le nombre des gens. Donc, c'est d'une autre raison. Maintenant, il y a des gens qui disent « Ah, ça c'est très mauvais parce que les gens où il y a tous les naissances, c'est dans les pays en voie de développement, le surcroît de naissances. Et c'est eux qui n'émettent pas beaucoup. Or, vous avez vu que ça ne tient pas debout. La Chine, l'Inde, ils sont des émetteurs fantastiques. Donc, je crois qu'il faut s'attaquer à ce problème. Mais ce n'est pas si mauvais que ça. Parce que le World Fertility Survey montre que la moyenne de taille de famille, est 0,8 enfants, excusez-moi, c'est la statistique, 0,8 enfants plus que la taille voulue de famille. Donc il y a une grande demande de réduire sans coercion, sans politique de population, seulement offrir les moyens à la population, ils savent comment faire, pour limiter leur famille dans le nombre d'enfants au nombre d'enfants qu'ils veulent. Donc, pas de coercion, pas de politique globale et pas de politique à la chinoise nécessaire, seulement satisfaire la demande des gens pour avoir des familles plus petites. Une dernière question. Oui, bonjour, Yves Buisson, Institut Renaudot. J'ai juste, je suis peut-être pas le seul, pas eu le temps de noter l'adresse web du MOOC. Donc si vous pouviez la redonner, merci. Ça, c'est très flattant. C'est www.iversity, comme Iversity, I-V-E-R-S-I-T-Y, .org. Je crois que c'était... Je ne sais pas si c'était sur les... Oh non. Donc, Iversity, like university without the UN. And we have derrière vous, il y a au moins trois étudiantes très charmantes et postdocs qui ont tout. Il y a des brochures aussi pour propager cette MOOC. Et j'espère qu'après ça, il y aura au moins 300 nouvelles inscriptions de ce MOOC.